Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'échantillonnage. L'idée est de partir de ce que nous connaissons déjà, c'est-à-dire toute l'étude que nous avons faite à propos de la population, à partir des paramètres que sont la moyenne, ou dans le cas qui nous intéresse, l'espérance mathématique, l'écart type, la proportion, et bien entendu, la population elle-même, avec le nombre d'individus qui contient l'ensemble de la population. Voilà, notez que j'ai utilisé mu sigma, lettre grecque, parce que ce sont toujours des probabilités que nous allons faire, et j'ai utilisé un grand N, parce que pour ce que nous allons étudier maintenant, c'est-à-dire l'étude des échantillons, je vais prendre petit n pour représenter donc le nombre d'individus qu'il y a donc dans cet échantillon, ou dans plusieurs échantillons. Pour les échantillons, nous allons utiliser des paramètres de la même sorte, mais avec des notations un peu différentes. Nous allons utiliser pour la moyenne, grand X bar, pour l'écart type, grand S, pour la proportion, grand P, et comme je l'avais signalé, petit n, pour le nombre d'individus dans l'échantillon. Voilà. Donc, en résumé, l'idée est de partir de ce que nous connaissons, c'est-à-dire tous les paramètres concernant la population, pour en déduire ce que nous pourrions obtenir si nous utilisions des échantillons. Pour faire simple, je vais utiliser comme exemple un dé à jouer non pipé, à 6 faces. Chaque face a exactement la même probabilité, et donc la probabilité en question sont les suivantes. Toutes les probabilités sont connues. Il y a autant de chances d'obtenir un 6 qu'un 2. Chacune des probabilités valent donc 1 sur 6, 1 sixième, et comme il y en a 6 identiques, eh bien la somme donne bien évidemment 1. Nous avions calculé l'espérance mathématique, nous avions même calculé la variance et l'écart type. Tout ça ne sont que des rappels. Maintenant, nous allons réexaminer le cas où cette fois-ci, nous allons prendre 2 dés. Nous avons grand X1 pour le dé numéro 1 et nous avons grand X2 pour le dé numéro 2. Comme nous avons exactement les deux mêmes dés, avec les mêmes probabilités, eh bien, nous pouvons dire que l'espérance mathématique de l'un est égale à l'espérance mathématique de l'autre. Nous pouvons dire de même pour la variance. La variance du dé numéro 1 est égale à la variance du dé numéro 2. L'espérance mathématique vaut mu et la variance vaut sigma carré. Du coup, nous pourrions nous intéresser à la variance des moyennes. Alors, qu'est-ce que c'est que la moyenne? Eh bien, dans ce cas-ci, la moyenne représente également une variable aléatoire qui consiste à prendre la valeur de chacun des dés, d'en faire la somme, et donc ensuite de diviser par 2 pour obtenir la moyenne. Nous allons tout de suite faire le tableau pour voir ce que cela donne. Règle générale, ça consistera à faire ceci. Je veux rechercher donc l'espérance mathématique de x bar qui vaut donc 1 sur n fois la somme pour i qui va de 1 jusqu'à n, ici n vaut 2 puisqu'il y a 2 dés, dxi. Si je fais ce calcul-là, je sais que l'espérance mathématique peut à la fois traverser la constante et le symbole sommatoire. Je vais donc pouvoir écrire que c'est égal à
1 sur n fois la somme des i qui va de 1 jusqu'à n des espérances mathématiques de tous les xi. Et ça, je sais ce que ça vaut. Elles sont toutes égales à mu. Donc, ça me fait 1 sur n fois, alors, e de xi, elles valent toutes mu, et comme elles se répètent n fois, puisque je vais de 1 jusqu'à n, je vois ensuite que je vais pouvoir simplifier grâce au 1 sur n fois n. Il va donc me rester que mu. Ainsi, la première bonne nouvelle, ce sera de dire que l'espérance mathématique, lorsque je fais toutes les moyennes, eh bien, je vais obtenir la moyenne de départ. Rien ne va changer. Je vais faire le même calcul avec la variance. Je commence par calculer toutes ces variances. De nouveau, je vais écrire ce que vaut cette fameuse moyenne. C'est donc toujours 1 sur n fois la somme des xi avec i qui varie de 1 jusqu'à n. Alors, petite différence avec l'espérance mathématique, c'est qu'encore j'applique la variance sur quelque chose et qu'il y a une constante. La constante, elle de son côté, quand elle sort, eh bien, elle devient 1 sur n carré. On a vu ça lors d'une leçon précédente. Pour votre rappel, c'était noté comme ceci. Si je fais v de a x et que je vais sortir a qui est une constante, ça me donne a carré fois v de x. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Pour le symbole sommatoire, il y a une autre règle que je peux utiliser. C'est de savoir que quand je vais calculer la variance d'une somme de variables aléatoires, c'est égal à la somme des variances. Encore une propriété que nous avions étudiée. Cela me donne donc somme pour i qui va de 1 jusqu'à n, la variance d'xi. Or, la variance d'xi, je sais ce qu'elle vaut. Toutes les variances de xi, elles valent toutes sigma carré. Comme je fais la somme d'une constante, j'ai donc n fois la constante, et je dois la diviser, mais attention, cette fois-ci, je divise par n carré. Donc, résultat à la fin, si j'enlève le n là, c'est juste le carré que j'enlève ici. J'obtiens finalement sigma carré sur n. Donc, la variance des moyennes va donc donner non pas sigma carré, mais sigma carré sur n. Voici donc les résultats remarquables que nous pouvons obtenir. Vous voyez que j'ai étendu cette propriété en examinant le fait qu'au lieu de prendre 2D, j'en prenais n. Je peux prendre 3D, 5D, 20D. Nous pourrions obtenir absolument les mêmes résultats. Et nous allons pouvoir le vérifier immédiatement. Je crée donc ici un tableau où ce que je vais mettre à l'intérieur, pour chacune des places disponibles, je vais calculer l'ensemble de toutes les moyennes, de telle sorte que quand je prends une valeur du dé numéro 1 et que je prends une valeur du dé numéro 2, eh bien, je fais la somme des deux et ensuite, je divise par 2. Voilà, commençons par la première place. Donc, je vais donc ici, je fais 1 plus 1, ça fait 2, divisé par 2, ça me fait 1. Je vais ici en dessous. Alors, 1 plus 2, ça me fait 3. 3 divisé par 2, ça me fait 1,5. Je continue, je vais ici en dessous.
1 plus 3, ça me fait 4, divisé par 2, ça me fait 2. Et je fais la même chose jusqu'à la fin. Voilà qui est fait, et je peux dire que si je parlais dans le langage statistique, j'ai créé un tableau brut de données, et maintenant je vais faire l'étude de ce tableau brut. Voilà le début de mon tableau. J'ai toutes les variables aléatoires qui vont de 1 jusqu'à 6. Si je commence à compter le nombre de fois que chacune des valeurs se répète, je vais constater que le 1 n'apparaît qu'une seule fois, le 1,5 deux fois, et ainsi de suite, jusqu'au moment où j'arrive au 3,5, et à partir de là, ça redescend. Si je fais la somme de tout ça, je vais obtenir bien entendu 36, puisque mon tableau contient exactement 36 valeurs différentes. Ça veut dire que le 1, j'ai une chance sur 36 de le voir arriver. Le 2, j'ai 2 chances sur 36, etc., jusqu'à la fin. J'ai donc créé ma colonne de probabilité d'obtenir à chaque fois chacune des moyennes. Je vais calculer l'espérance mathématique. Je dois donc faire x bar multiplié par p de x bar. J'ai donc 1 sur 36, une fois 1 sur 36, 2 fois 1,5 sur 36, ça me fait 3 sur 36. Alors, 2 fois 3, 6 sur 36. 2,5 fois 4, ça fait 10 sur 36. Et ainsi de suite. Je n'ai plus qu'à faire la somme. La somme me donne 126 sur 36. Ça me donne 3,5, ce qui correspond à la fois à l'espérance mathématique des moyennes, mais également à ce que nous avions au départ, c'est-à-dire mu pour un seul d. C'est parti pour le calcul de la variance des moyennes. Pour ce faire, j'ai besoin de faire le calcul des écarts, c'est-à-dire tous les x bar moins mu qui a été obtenu, c'est-à-dire 3,5. Donc je vais faire 1 moins 3,5, ça fait moins 2,5. Puis ensuite, 1,5 moins 3,5, ça va me faire moins 2. 2 moins 3,5, ça me fait moins 1,5, etc. Étape suivante, prendre tous les écarts et les élever au carré. Moins 2,5 au carré, ça va faire 6,25. Moins 2 au carré, ça fait 4. 1,5 au carré, 2,25. 1 au carré, ça fait 1, etc. Dernière étape. Tous ces écarts au carré, je dois les multiplier par les probabilités. Alors, si je mets tout sous forme de fraction en 36e, je vais obtenir pour commencer 6,25 sur 36. Ensuite, je vais avoir 4 fois 2 36e, ça fait 8 36e. J'ai 2,25 fois 3 36e, ça me fait 6,75 36e, et ainsi de suite. Voilà, je peux de nouveau en faire la somme, que je peux exprimer en 36e. Je vais obtenir 52
1,5, le résultat va me donner 1, à peu près 46. Et donc, ça, c'est V de x bar, ou bien sigma paré de x bar, c'est la même chose. Donc, bien entendu, si je veux trouver le résultat de sigma de x bar, ben, je n'ai qu'à faire la racine carrée de 1,46, ça va me donner 1,21 à peu près. En comparant le résultat avec 1D et 2D, eh bien, nous avons obtenu ces résultats pour la moyenne, les variances et l'écart type de chacun des cas. Et maintenant, on va pouvoir comparer les deux. Il est clair que la moyenne, donc l'espérance mathématique pour 1D ou celle pour 2D, ben on est d'accord pour dire que c'est la même, c'est exactement ce qui était convenu. Maintenant, pour ce qui est de sigma x carré. Donc, je rappelle que sigma x bar carré, c'est juste une autre notation pour la variance de x bar. Et donc, on avait trouvé comme formule que c'était égal à sigma carré divisé par n, ou dans ce cas-ci, puisque j'ai 2D, avec 2D, c'est sigma carré divisé par 2. Donc, ça me donne 2,92, le tout divisé par 2. Il n'y aura pas une grande surprise. On va obtenir 1,46. Si j'avais voulu calculer directement l'écart type, donc il m'aurait fallu prendre sigma, que je dois diviser alors à ce moment-là par la racine carrée de n, et n cette fois-ci, il vaut 2, donc sigma c'est 1,71 que je dois diviser par racine de 2. J'obtiens 1,21. Examinons un autre cas, c'est le cas où nous n'acceptons pas les doubles. Donc pas double 1, pas double 2, etc. etc. Quel est le principe à ce niveau-là? L'idée, c'est de choisir tous les échantillonnages, mais lorsque vous prenez par exemple des boules dans un sac et que vous ne faites pas de remise. Donc en fait, nous avons utilisé le principe de l'étude du choix d'échantillonnage avec remise. Donc je vais supprimer tous les doubles, comme ceci. Voyez, on n'a plus le moyenne avec 2,1, plus de moyenne avec 2,2, plus de moyenne avec 2,3, etc., etc. De cela, on va pouvoir créer un nouveau tableau statistique. Donc voilà mon point de départ. Remarquons déjà que il est plus petit, parce que le 1 dans la valeur aléatoire, il a disparu. Le 6, il a disparu aussi. Et cette fois-ci, je n'ai plus 36 valeurs, je n'en ai plus que 30. Si je regarde le nombre de fois que le 1,5 se répète, il se répète 2 fois. Alors, le 2, 2 fois aussi. Le 2,5, 4 fois. Et ainsi de suite. 4, 6, 4, 4, 2, 2. 1,5 fois 2, ça me fait 3 trentièmes. 2 fois 2, ça me fait 4 trentièmes, et ainsi de suite. Voilà, j'en fais la somme. Combien de trentièmes je vais obtenir? J'en obtiens 105. Oh, quelle surprise! 3,5. Donc rebelote pour l'espérance mathématique
on obtient toujours la même chose qu'au départ. Ça ne va pas être le cas pour la variance. Je recommence en faisant la différence des valeurs moins la moyenne. 1,5 moins 2,5, ça va me faire moins 2. 2 moins 3,5, ça fait moins 1,5. Et ainsi de suite. Voilà qui est fait. Toutes les valeurs que j'ai obtenues pour les écarts, je lève tout le tout au carré. Donc ça me fait 4, 2,25, etc. Voilà. Tous les résultats que j'ai obtenus, je les multiplie par toutes les probabilités. Ça fait 4 fois 2, ça fait 8 trentièmes. 2,25 fois 2 trentièmes, ça me fait 4,5 trentièmes. 1 fois 4 trentièmes, ben, ça fait 4 trentièmes, etc. jusqu'au bout. On refait encore une fois la somme. Je vais obtenir des trentièmes. Combien? J'en obtiens 35. Résultat de ce truc-là, 1,167. Enfin, c'est tous les 6. Là, c'est plus sigma carré sur n. Ou en fait si, mais avec ce qu'on appelle un facteur de correction. Notons directement les résultats. En fait, la variance que je vais obtenir lorsqu'il n'y a pas de répétition, eh bien, le sigma carré divisé par 2 reste d'actualité, mais je dois multiplier par une grande fraction, où j'ai grand N, qui représente le nombre d'individus dans la population. En ce qui concerne notre D, c'est 10, il a 6 faces. Moins le nombre d'individus dans l'échantillon. Ben, il n'y en a toujours que 2. Le tout divisé par, de nouveau grand N, moins 1. On va calculer ça. Ça me donne 2,92. Le tout divisé par, il y a 2D, donc ça me donne 2, multiplié par 6 moins 2 divisé par 6 moins 1. Je vais obtenir 2,92 multiplié par, alors, 6 moins 2, ça me fait 4, sur 5 fois 2, ce qui me donne 2,92 fois 4 dixièmes, c'est-à-dire 0,4, ça va me donner 1,67 environ. Si nous voulons avoir un aspect visuel de ce dont nous avons parlé, et si nous regardons les diagrammes en bâton pour 1, 2, 3 et 4D, eh bien, nous pouvons constater qu'au fur et à mesure que nous rajoutons ces fameux dés, eh bien, nous arrivons à une forme qui se rapproche de plus en plus de la loi normale. Ce n'est pas du tout un hasard. En prenant cette image comme référence du cours de Pierre Maga, eh bien, je constate avec 3 types de populations différentes, je finis par, en faisant l'étude successive d'échantillons qui seraient de plus en plus grands, eh bien, je constate que je finis par arriver effectivement donc à cette fameuse loi normale. Nous arrivons du coup à ce qu'on appelle le théorème central limite, qui est très important, qui est défini à partir de n qui serait plus grand ou égal à 30. Donc, vous voyez que on prend quand même nos précautions. De dire que lorsque la taille de l'échantillon
est suffisamment grande, la distribution de la moyenne a une forme approximativement normale. Nous aurions donc que la moyenne qui serait trouvée serait bien égale donc à la moyenne connue de la population. Nous aurions que l'écart type serait égal donc à l'écart type de la population divisé par la racine de n, et donc x bar serait une variable aléatoire qui correspondrait à une loi normale avec mu comme moyenne et sigma sur racine de n comme écart type. En résumé, à partir d'une population où la moyenne et l'écart type sont connus et que nous voulons faire l'étude d'échantillons complets dont la taille est supérieure à 30 individus, nous arrivons à la conclusion pour cette distribution que la nouvelle moyenne est égale également à celle de la population. D'autre part, nous trouvons un nouvel écart type qui est parfois appelé erreur type, qui vaut donc l'écart type de la population divisé par la racine carrée du nombre d'individus, c'est-à-dire la racine carrée de n. Nous vous pourrons appeler grand L la marge d'erreur, qui peut être définie comme étant un certain nombre de fois petit z fois l'erreur type, c'est-à-dire sigma sur racine de n. Comme auparavant, je peux faire l'étude de la probabilité de présence, de trouver alors la moyenne de n'importe quel échantillon dont la valeur serait autour de la moyenne, dans un intervalle compris entre mu moins L et mu plus L. Le tout est de savoir le nombre de fois que je compte prendre l'erreur type. Si z vaut 1, je me retrouve donc dans la situation suivante. Vous voyez que le z, je l'ai partout enlevé puisque je fais à chaque fois une fois sigma sur racine de n. Et nous avions déjà trouvé ce résultat. Nous avions, si j'exprime ça sous forme de pourcentage, 66,27%. Si z vaut 2, ma marge d'erreur est double cette fois-ci. Donc ça veut dire que mon intervalle, au lieu d'avoir fait moins et plus sigma sur racine de n, eh bien cette fois-ci, je le multiplie aussi bien à gauche, à droite que par 2. Et c'est un résultat que nous avions trouvé également. Il vaut 95,45%. Si z vaut 3, cette fois l'erreur type est prise 3 fois. Donc on fait moins 3 fois sigma divisé par racine de n et plus 3 fois sigma sur racine de n. Et c'est un résultat qui est également connu. Nous avons 99,73%. Question: combien de fois faudrait-il prendre l'erreur type pour obtenir au niveau de la probabilité 95% exactement? Lorsque z était égal à 2, eh bien nous avions obtenu 95,45%. Donc on se doute bien qu'il faut prendre un z qui soit juste un petit peu en dessous de 2. Réponse à 96. Vous allez voir que par la suite, c'est cette valeur qui va être utilisée le plus souvent. Même question pour
99% exactement. Réponse 2,58. Il est moins utilisé que 1,96 parce que vous verrez que c'est surtout aux alentours de 95% que l'on va faire les calculs, mais régulièrement le 99% tombe également. Je voudrais sauter sur l'occasion pour parler des proportions parce que nous allons voir la distribution des proportions vont également nous donner approximativement une loi normale. Les proportions sont surtout, par exemple, du domaine du sondage, des votes, où nous jouons au principe du pour ou contre. On peut voter pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre. Quand on a des pièces mécaniques, par exemple, des vis, n'importe quoi, celles-ci peuvent être bonnes ou elles peuvent être défectueuses. Autrement dit, nous avons à chaque fois deux cas possibles. Et qui dit deux cas possibles, dit alors à ce moment-là ce qu'on appelle l'épreuve de Bernoulli. Et donc la loi binomiale. Et qu'avions-nous pour la loi binomiale? Nous avions l'espérance mathématique de la variable aléatoire qui donnait n fois p, p étant la probabilité à chercher pour un événement. Nous avions que la variance valait n fois p fois q, où je rappelle que q est égal à 1 moins p, c'est-à-dire la probabilité que petit p ne se produise pas. Si j'examine ce qui se passe du côté de l'échantillonnage. Nous avions examiné les variables aléatoires xi. Cette fois-ci, au lieu de noter xi, on a plutôt tendance à parler de caractéristiques xn. Mais au niveau des calculs, ça ne change rien. Comment puis-je définir ma proportion? Eh bien, pour commencer, il faut qu'on considère que ma caractéristique xn est exprimée en pourcentage. Ça veut dire que xn, je dois le diviser par n. Je n'ai plus qu'à calculer l'espérance mathématique et la variance de cette nouvelle variable aléatoire. Donc si je commence par calculer E de tout ça, je vois déjà que je peux sortir le 1 sur n fois E de xn. E de xn, je sais ce qu'il vaut, c'est n fois p. Et j'obtiens p. Voilà mon mu pour la proportion. Je fais le calcul pour la variance. Le 1 sur n, je peux le sortir, mais je n'oublie pas de l'élever au carré. Et multiplier par n fois p fois q qui vaut 1 moins p. En simplifiant le n et le carré, p fois 1 moins p divisé par n. Résultat, mon mu pour la proportion, c'est petit p. Mon sigma carré pour la proportion, c'est p multiplié par 1 moins p sur n. Et l'écart type, c'est la racine carrée de sigma carré p. Et voilà mon résultat. Il suffit de prendre tout ça et de le reporter dans mon graphique. Et voilà le travail. À partir d'une population où P est connu, nous pouvons déterminer la distribution d'échantillonnage
de P bar, comme nous l'avons fait pour X bar. Cette fois-ci, nous voyons que la moyenne est égale à la proportion connue et que l'écart type est égal donc à la racine carrée de PQ sur N, Q étant égal à 1 moins P. Il faut malgré tout une restriction, à savoir qu'il faut utiliser des échantillons qui ont une taille convenable, de telle sorte que grand N, donc la taille de la population, soit supérieure ou égale à 20 petit n. Donc n étant la taille de l'échantillon. Dans le cas contraire, on est obligé d'utiliser le facteur de correction qui est égal à grand N moins petit n divisé par petit n moins 1 pour la variance, sans oublier de faire la racine carrée de ce facteur lorsqu'il s'agit de l'utiliser cette fois dans l'écart type. Prenons un exemple très simple. Je possède une entreprise et on me fait savoir que l'ensemble des vis que l'on vend sur le marché, il y a une partie qui sont défectueuses. C'est quasi inévitable, donc moi ce que je vais commencer par demander, c'est quelle est la proportion. Donc j'ai une population grand N qui ne m'intéresse pas, mais moi ce qui va m'intéresser, c'est ce que vaut P. Et on me signale que P c'est 15%. Donc 15% de mes vis sont défectueuses. J'aimerais bien le vérifier et je propose qu'on me fournisse un échantillon de 100 vis qui va me permettre de pouvoir vérifier si ce qu'on me dit a un sens. Ça veut dire que grand N, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je devrais déterminer au niveau de mon échantillon? La première chose, la moyenne devrait toujours être de 15%, c'est-à-dire 0,15. Donc, j'ai mu P, qui est égal donc à P, c'est-à-dire 15%, donc 0,15. Le calcul de sigma P, c'est donc la formule que je connais, donc la racine carrée de P fois 1 moins P divisé par N, ce qui va me donner le calcul suivant, c'est-à-dire la racine carrée de 0,15 fois 1 moins 0,15, le tout divisé par 100. Ça me donne encore la racine carrée de 0,15 fois 0,85, le tout divisé par 10. 0,0357. Donc, ma marge d'erreur sera de L qui est égale à un certain nombre de fois 0,0357. Si je veux une certitude de 95%, eh bien alors à ce moment-là, je vais choisir un Z qui vaut 1,96. Donc, calcul, L est égal à 1,96 fois 0,0357, ce qui me donne à peu près 0,07. Donc je sais que la probabilité d'avoir 0,15 moins 0,07 serait inférieur ou égal à petit p, qui serait inférieur ou égal à 0,15 plus 0,07. Et cela, ça me donnerait donc du 95% comme probabilité. Donc, la probabilité que petit p soit comprise entre 0,08 et 0,22 me donne 95%.
Autrement dit, il y a 95% de chances que dans mon échantillon de 100 vis, je trouve entre 8% et 22% de vis qui sont défectueuses. Vous voyez que nous sommes très loin d'une certitude. Bien sûr, au plus nous aurions petit n, c'est-à-dire la taille de l'échantillon est grand, au plus petite sera alors à ce moment-là la marge d'erreur. Je reprends mon tableau, mais au lieu de calculer les moyennes, cette fois-ci, je vais calculer toutes les variances. Donc, à chaque place, je vais définir une valeur aléatoire que, malgré tout, je vais noter grand X pour représenter, en réalité, je vais le mettre ici entre parenthèses, la variance. Eh bien, il me suffira de prendre la valeur de x1 moins la moyenne qui était là au départ, que je lève au carré. À cela, j'ajoute x2 moins x bar que je lève au carré. Et comme il s'agit toujours de faire une moyenne, eh bien, je dois diviser par n, qui bien entendu, ici, vaut 2. Examinons cela de manière concrète. Je prends ici le premier exemple, la première place. J'ai x1 qui vaut 1, j'ai x2 qui vaut 1 aussi. Que valait x bar? À cette place-là, nous avions obtenu 1 également. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire, pour cette place-là, 1 moins 1 au carré, plus 1 moins 1 au carré. Tout ça, je dois diviser par 2. Mais en fait, je vais obtenir 0 au carré plus 0 au carré divisé par 2. Ça me donne 0. Donc, comme première place, j'ai le résultat 0. Je vais choisir une place un peu moins évidente. Je prends cette place-ci. x1 vaut 2. Et j'ai x2 qui vaut 3. À cette place-là, lorsqu'on avait fait le calcul de x bar, il suffit de faire la moyenne entre les deux. On trouve 2,5. Pour la variance, je vais donc devoir faire 2 moins 2,5 au carré, plus 3 moins 2,5 au carré, donc x1 moins x bar au carré, plus x2 moins x bar au carré. Je divise le tout par 2. J'obtiens comme résultat 0,25. Je n'ai plus qu'à remplir tout mon tableau de la même manière. Voilà ce que j'obtiens comme tableau. Je peux également le considérer comme étant un tableau brut. Je n'ai plus qu'à créer un tableau statistique pour trouver la moyenne de toutes les valeurs qui sont observées. Voici donc mes données de départ. Je constate que dans mon tableau brut, j'ai 6 valeurs différentes, 0, 0,25, 1, 2,25, 4 et 6,25. Je vois que le 0 se répète 6 fois, que le 0,25 se répète 10 fois, le 1 8 fois, etc. Pour obtenir des probabilités, tout ce qui se trouve dans la deuxième colonne, je dois tout diviser par 36. Voilà qui est fait. Donc, chacune des valeurs, je dois multiplier par la probabilité correspondante. Donc, 6 fois 0, ça va très vite, ça fait 0. Je n'ai pas besoin de le compter. 0,25 fois 10, ça va me faire 2,5 sur 36. Puis j'ai 8 sur 36, 8 fois 1,
j'ai 6 fois 2,25, ça me fait 13,5 sur 36. 4 fois 4, 16 sur 36. Et pour terminer, 6,25 fois 2, ça me fait 12,5 sur 36. Je vais faire la somme de tout ça. Je vais donc bien entendu obtenir des 36e. Ça me fait 52,5. Le résultat que j'obtiens en faisant ça, c'est 1,46 à peu près. Bon, ben, qu'est-ce qu'on avait pour sigma carré au départ? C'était 2,92. Ben, c'est pas du tout égal à sigma carré. On voit qu'il y a un rapport de 2 entre les deux, mais est-ce qu'il suffirait de faire x2? C'est pas certain. Le mieux, c'est de pouvoir le vérifier. On peut le voir à l'aide du calcul en utilisant les règles de probabilité. Alors, c'est un calcul assez long. Il faut juste ne pas se tromper dans les étapes. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'espérance mathématique de toutes les variables aléatoires sont toutes identiques et elles valent toutes mu. On a décidé de le noter comme ça. On a dit également que la variance de toutes les variables aléatoires, elles sont toutes identiques également, elles valent toutes sigma carré. Je sais aussi que quand j'ai fait le calcul de l'espérance mathématique de toutes les moyennes, j'ai obtenu également mu. Par contre, quand j'ai calculé la variance de x bar, j'ai pas obtenu sigma carré, j'ai obtenu sigma carré sur n. Ça, c'est ce que je connais. Qu'est-ce que je peux déduire de cela? Je sais que calculer une variance d'une variable aléatoire, c'est calculer la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Ça, je vais le répéter assez souvent. Voilà. Bah, V de xi, je connais, c'est sigma carré. E de xi, je connais, c'est mu. Bah, ce que je connais pas, c'est ça. Donc, je peux écrire que E de xi carré, c'est faire V de xi plus le E de xi, le tout au carré. Je vais obtenir comme résultat, alors V de xi, c'est sigma carré, et E de xi au carré, c'est mu au carré. Voilà. Je souligne mon résultat parce que il va me servir plus tard. Étape suivante. Je peux faire la même chose en utilisant les x bar. Donc je sais que V de x bar, c'est quoi? C'est E de x bar carré, donc la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne, donc E de x bar, le tout au carré. Alors, V de x bar, je connais. C'est sigma carré sur n. E de x bar, je connais aussi.
c'est mu. Ce que je connais pas, c'est E de x bar carré. Ça me donne V de x bar plus E de x bar le tout au carré. Ça me donne donc sigma carré sur n plus à nouveau le mu au carré. Comme tout à l'heure, je souligne en rouge ce qui va m'être utile plus tard. Ce que je veux calculer, c'est donc la moyenne de la variance. Je sais également que c'est calculer la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Donc je vais faire la moyenne de quoi? Eh bien, de cette variance qui est donc la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Je vais dire que c'est égal, je prends la première partie. Donc je vais faire la moyenne de quoi? Ou l'espérance mathématique de E de x carré. Je peux l'écrire sous forme sommatoire. Je peux dire que c'est E de 1 sur n fois la somme des xi au carré, moins. Alors, E de x, ça je sais ce que c'est x bar. Je vais le noter déjà, x bar, et il est élevé au carré. Je continue, ça me donne. Alors, l'espérance mathématique de 1 sur n fois quelque chose, le 1 sur n, je peux déjà le sortir. L'espérance d'une somme est égale à la somme des espérances, donc c'est la somme des E des xi carré. Voilà, moins E de x bar carré. J'ai presque fini. Parce que E de xi carré, je le connais, c'est sigma carré plus mu carré. Donc je peux déjà écrire, c'est égal à 1 sur n fois la somme de sigma carré plus mu carré, qui est donc une constante, moins ce que nous avons ici, E de x bar carré, que je connais aussi, c'est sigma carré sur n plus mu carré, mais que je retire. À partir d'ici, j'ai fini, hein, parce que j'ai 1 sur n fois n qui multiplie la constante sigma carré plus mu carré. Je vais pouvoir simplifier. Il va me rester plus que sigma carré plus mu carré, auquel je retire sigma carré sur n moins mu carré. Et les mu carrés disparaissent. Il me reste plus que sigma carré moins sigma carré sur n. Si je mets tout sur n, j'ai donc n sigma carré moins sigma carré. Et en mettant sigma carré en évidence, ainsi, je peux définir une variance corrigée, que je peux encore noter S chapeau carré, qui est égal alors à ce moment-là à n
sur n-1 fois s carré. Résultat, si je fais ça, si je cherche l'espérance mathématique de S chapeau carré, c'est rechercher l'espérance mathématique donc de n sur n-1 s carré, n sur n-1 e de s carré, c'est-à-dire n sur n-1 multiplié par n-1 sur n fois sigma carré. Les deux n se simplifient, les n-1 se simplifient. J'arrive comme résultat final, si je prends la variance corrigée, comme ceci, et que j'en calcule l'espérance mathématique, j'obtiens ce que je voulais, c'est-à-dire la variance. Et donc cette variance corrigée ici, elle vaut donc 1 sur n-1 multiplié par la somme donc dxi moins x bar au carré, où i varie donc de 1 jusqu'à n. L'autre méthode aurait été de prendre le tableau brut et toutes les variances que nous avons calculées auraient été de les remplacer par des variances corrigées. C'est-à-dire que on doit toutes les multiplier par n sur n-1. Comme dans ce cas-ci, c'est 2 sur 1, il suffit de tout changer en multipliant tout par 2. Je reprends donc mon tableau statistique. Je note que le 1,46 correspond donc à E de S carré et qui me donne un résultat un peu bizarre. Ce que je peux faire, c'est donc calculer cette fois-ci E de S chapeau carré. Et comme on vient de le découvrir, c'est égal à E de N sur N-1 de S carré. Je sais que l'espérance mathématique d'une constante ou une variable, je peux sortir la constante sans problème. Donc ça me fait N sur N-1 E de S carré. Comme j'ai N qui vaut 2, ça me donne donc 2 sur 2 moins 1 fois E de S2, nous avions trouvé 1,46. Ça me fait 2 fois 1,46, ce qui me donne 2,92. Cette fois, le résultat est correct. Une autre manière de raisonner consisterait à reprendre ce que j'ai appelé mon tableau brut de données, et cette fois-ci, la variable aléatoire que j'avais notée grand X S2, cette fois-ci, je mets S chapeau carré, je calcule chacune des variances, mais cette fois-ci corrigée. Donc, ça me fait x1 moins x bar au carré, plus x2 moins x bar au carré, tout divisé non plus par n, mais par n-1. Dans ce cas-ci, il me suffit tout simplement de prendre les données que j'avais dans le tableau précédent et de toutes les multiplier par 2. Voilà le résultat obtenu.
je reprends mon tableau statistique. Alors, la colonne des x, je dois prendre toutes les valeurs et toutes les multiplier par 2. Ça me fait 0, 0,5, 2, 4,5, 8 et 12,5. Les probabilités restent inchangées. Je refais le nouveau calcul pour x fois p de x. Le premier reste 0, bien entendu. Alors, j'obtiens 0,5 fois 10, ça me donne 5. 8 fois 2, ça me fait 16. 4,5 fois 6, ça me fait 27. 8 fois 4, 32. Et 12,5 fois 2, ça me fait 25. Le résultat me donne 105. 105 divisé par 36 me donne 2,92. Et cette fois, j'obtiens bien sigma carré. Et voilà, fin de la leçon sur l'échantillonnage.